Cette grande finale pour marquer la 5e édition du TIAO, le tournoi international de l'intégration de l'Afrique de l'Ouest. Combat de 5 minutes chez les hommes et nous commençons par la finale des moins 100 kilos, remportée par Zanwo Lezao de la Côte d'Ivoire en bleu, devant Noméché du Ghana par Ipon. Daga Auguste du Bénin chez les moins 66 kilos malgré son agilité n'a pu résister aux attaques du Français Louis Simoni, plus technique. Godet Jérémy n'aura pas la même chance que son compatriote, ses attaques ne passent pas. Le Ghanéen Razak Abou Giki qui mène par Wazari met fin à tout suspense à 48 secondes du thème du combat. Dabone Abraham, récent médaille d'argent chez les juniors au Caire en Égypte, n'a pas laissé le temps à son adversaire Doué Armand de placer ses attaques. Ipon pour Dabone Abraham, médaille d'or chez les moins 73 kilos du TIAO. Finale des dames à présent, plus 78 kilos, Assetou Traoré du Mali, en 27 secondes de combat, a terrassé Kokom Marie du Togo avant de l'immobiliser au sol. Chez les moins 57 kilos, Dabone Zouleïla de Côte d'Ivoire, en 46 secondes, a pris le dessus sur Akogbeto Chantal du Bénin. Au classement, le Ghana termine à la 3e place, une médaille d'or, une médaille de bronze. Deuxième, la France, une médaille d'or, une médaille d'argent. Et la Côte d'Ivoire termine premier, 3 médailles d'or, une médaille d'argent et 4 de bronze. Récompense individuelle, le Mali obtient le prix de l'intégration de l'Afrique de l'Ouest. La palme du meilleur judoka chez les hommes revient au Ghanéen Razak Abou Giki et celle des dames revient à l'Ivoirienne Dabone Zouleïa. Pour Paul Delormas, le technicien français qui a encadré les judokas ivoiriens, il y a encore quelques réglages à faire avant les Jeux africains. Tout ce qui est travail de la garde est très important au judo. Ils ont encore du mal, mais peu à peu ça vient. Le président Angoué Isaac est satisfait de la prestation des jeunes relèves du judo ivoirien. On va s'arranger pour que ça soit ainsi, pour que ces judokas-là puissent glaner les médailles d'or que nous souhaitons tant et rester longtemps sur ces podiums africains. Bon texte donc pour le TIAO qui se positionne désormais comme une compétition majeure dans le calendrier de la Fédération internationale de judo. Alors, Président, bienvenue sur notre plateau, messieurs. Le Président est à nous. Alors, qu'en est-il de votre participation aux prochains Jeux africains? Vous irez ou pas? Il faut dire que nous étions en pleine préparation. Quand nous sommes rendus au ministère pour en savoir plus, ils nous ont dit que c'était vraiment difficile de faire participer toutes les fédérations par manque de moyens. Alors, c'est la tutelle qui décide. Il faut dire que nous étions déjà fin prêts avec nos enfants. Parce que depuis que nous sommes là, à chaque sortie sur le plan international, nous sommes revenus à des médailles. Il faut dire que déjà en 3 ans, nous sommes revenus à 16 médailles africaines. C'était déjà satisfaisant. Et donc, malheureusement, on nous dit que par manque de moyens, le karaté ne fera pas partie de ceux qui sont sélectionnés. Il n'y a pas que le karaté. Hein, non, il n'y a pas que le karaté. Il y a d'autres fédérations qui ne pourront pas participer. Oui, ça? Absolument. Et donc, nous suivons la loi de la rigueur de la tutelle. Et donc, on espère que d'ici au début de cette compétition, eh bien, la tutelle aura les moyens de faire participer certaines fédérations, dont la vôtre. Hein. C'est notre grand souhait. C'est votre souhait, il n'y a pas de souci. En attendant, vous organisez l'Assemblée générale élective qui sera pour le 16 août prochain. Merci. Il faut dire que cela 4 ans que nous sommes à la tête de cette structure. Et donc, nous organisons l'Assemblée générale élective le dimanche 16 août à la Bourse du Travail de Trècheville. D'accord. Et donc, nous invitons les présidents des groupes d'associations, les présidents des ligues, les présidents des clubs à aller retirer les mandats, les convocations, à participer à cette Assemblée générale. Les convocations sont disponibles depuis le 28 juillet. Et donc, je pense que tout le monde viendra pour que, dans la mesure du possible, on ait un nouveau président à la tête de cette fédération. Vous êtes candidat? Je suis candidat parce que nous avons mené quelques actions, mais il y en a d'autres. Par exemple, avoir un siège. Nous sommes logés dans les locaux du ministère. Nous sommes en pourparlers avec des opérateurs économiques brésiliens pour nous aider à avoir un siège.
Le dossier est déjà bien ficelé. D'accord. Pour l'instant, on ne va pas battre campagne puisqu'il y a d'autres candidats. Voilà, il y a d'autres candidats. Sinon, nous devions les appeler également pour battre campagne comme vous. Hein, l'avantage, c'est que vous êtes le président actuel. Donc, voilà, vous avez eu quelques minutes de parole. Alors, mais en attendant, même si vous ne participez pas donc, à cette compétition, vous avez quand même des formations pour les athlètes et pour les techniciens. Oui, absolument. Déjà, ce samedi, nous avons eu une séance de travail avec un de nos grands maîtres, en la personne des maîtres Yaoukofi Julien. Nous avons fait un travail technique avec les enfants et un travail pédagogique avec les maîtres des salles. Parce qu'il faut dire que le karaté est rentré à l'école et donc désormais, il va falloir des maîtres qualifiés pour pouvoir enseigner ce karaté dans les établissements. Et donc, nous sommes maintenant partis pour la formation, surtout des maîtres sur le plan pédagogique. C'est un très bon projet. En tout cas, nous vous souhaitons bon vent avec ce projet que vous avez. Merci d'être passé sur notre plateau. Et puis revenez après avec vos adversaires pour une vraie campagne sur ce plateau. Nous vous offrons le plateau pour dire à la Côte d'Ivoire ce que vous entendez faire pour le karaté ivoirien. Nous allons vous accompagner avec du jujutsu, qui est un art martial japonais que vous connaissez très bien d'ailleurs. Est-ce que, messieurs, il vous est arrivé un jour de pratiquer des arts martiaux? Oui, j'ai fait du judo dans ma jeunesse. Ah oui, dans votre jeunesse. Et puis après, j'ai fini au taekwondo. D'accord. Et vous, Serge? Non, du karaté. Parce que Maître Jean-Claude, nous avons passé l'enfance ensemble à Boaké et nous sommes des compagnons de lycée. Donc on se connaît très bien. D'accord. Donc parlons de Jujutsu, vous savez de quoi on parle, donc un art martial japonais. On peut dire que c'est l'ancêtre des arts martiaux japonais. La Fédération ivoirienne a été honorée à travers son président Krizoa ainsi que Soudan Gasson, qui sont désormais ceinture noire 6e dan. Daniel Kobikwano. Maître Krizoa Paul Aimé et Maître Soudan Gasson sont désormais ceinture noire 6e dan. Ainsi, on a décidé la Fédération internationale de Jiu-Jitsu. Les attributs de grand maître leur ont été remis par le biais du ministère des Sports et Loisirs au cours d'une cérémonie chargée d'émotions. Sans les moyens du ministère, sans les moyens de l'État, voilà une fédération qui fait ce qu'elle a fait et qui va même au-delà de ce qu'elle a fait. Et donc je voudrais au nom du ministre Amicha et ministre des Sports et Loisirs, je voudrais les féliciter et les encourager. Maître Sek Jean Aboulaye, ceinture noire 8e dan de Jiu-Jitsu, précurseur de cet art martial japonais en Côte d'Ivoire et premier président de la fédération, voit son œuvre reconnue par la Fédération internationale. Je suis content parce qu'au moins, on n'a pas existé pour rien, quoi. Au départ, associé à la Fédération ivoirienne de judo, le Jiu-Jitsu est officiellement reconnu comme fédération en 2003. Maître Krizoa Paul Aimé en est le 2e président et son action à la tête de l'instance fédérale est appréciée malgré les réalités de la charge. Je suis comblé, mais en même temps c'est un défi. Je dois refléter ce niveau qui m'a été octroyé et faire en sorte que le Jiu-Jitsu soit développé un peu partout en Côte d'Ivoire. À ses côtés, Maître Soudan Gasson œuvre pour la promotion et la vulgarisation du Jiu-Jitsu en Côte d'Ivoire. C'est un défi. Et le défi, c'est de pouvoir former comme j'ai été formé. Une charge que devront assumer Maître Krizoa Paul Aimé et Maître Soudan Gasson. Ils ont montré qu'ils savent se battre pour faire progresser la Côte d'Ivoire, pour faire progresser leur discipline, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en Afrique. Je suis très heureux que les choses se passent comme ça, que la relève soit assurée et qu'il y ait encore des gens très motivés pour continuer à encadrer et à former. Désormais, les Jiu-Jitsuka ivoiriens, fiers de la distinction de leurs responsables, devront redoubler d'efforts pour s'imposer dans les compétitions internationales. Dans quelques instants, nous aurons nos dossiers athlétisme et basketball. Pour l'instant, parlons de la boxe avec la première édition de l'espace de la boxe. Après les états généraux qui se sont tenus du 10 au 12 juillet au Centre technique national de Bingerville, eh bien, c'est l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody qui a accueilli les boxeurs. Il s'est agi pour les pratiquants du noble art de présenter la boxe aux étudiants. Le point avec Bienvenue Amand et Salif Ouattara. Longtemps considérée comme un sport violent par l'opinion publique, la boxe est délocalisée le samedi 1er août dans l'un des principaux centres universitaires, l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Objectif de la Fédération ivoirienne de boxe, lever les mythes et les mystères autour du noble art. Pour ce faire, une exposition de matériel de combat de boxe et un combat d'exhibition, alimenté par des explications d'experts et de techniciens.
Fort impressionnés par cette escapade des boxeurs, les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody découvrent une discipline sportive. A priori, on penserait que la boxe est un sport typiquement violent. Mais avec ces démonstrations qui ont été faites tout à l'heure, je pense que nous avons senti quand même qu'il y avait une certaine sérénité, une certaine, je veux dire, tension mesurée entre les boxeurs. Et sincèrement, je voyais ce sport très très dangereux. Maintenant j'ai assisté, je suis vraiment rassurée. Fidèles à leur cahier de charge, amendés du 10 au 12 juillet lors des états généraux, les responsables de la Fédération ivoirienne de boxe entendent promouvoir autant que faire se peut la discipline auprès de la jeunesse en mettant l'accent sur les valeurs et fondements du noble art. Avoir un corps d'athlète et puis augmenter même votre fréquence cardiaque, c'est-à-dire réduire le taux de cholestérol qu'il y a en vous et puis bon, oxygéner vos organes par la boxe. Donc il y a ce côté-là aussi qui fait que nous approchons et nous venons à l'université pour sensibiliser les étudiants. Liée sensiblement à la boxe professionnelle, la boxe éducative fait partie du plan de vulgarisation de la discipline dans tous les pays et a permis à plusieurs champions d'éclore, entre autres l'Américain Mike Tyson. Vous voyez, messieurs, c'est très facile de pratiquer la boxe. J'espère que très bientôt, on vous verra sur le ring. Nous serons là pour commenter, ne vous inquiétez pas. Toujours en boxe, à l'occasion du passage du président de la République dans la région du Ourodougou, eh bien, Séguéla a fait plus ample connaissance avec la boxe. Nous avons quelques images des combats d'exhibition également ont été servis aux populations de Séguéla. Les Koyaga, donc, se sont mis à la boxe. Nous avons, donc, les Koyaga se sont mis à la boxe. Voilà, ils ont pu suivre cette démonstration afin de pouvoir emmener les gens à avoir un autre regard sur la boxe. Mais non, depuis l'avènement du nouveau président, le général Gaoussou Soumaoro, il essaie de vulgariser un tant soit peu la boxe dans la région. Et donc, ce sont les préparatifs par rapport, parce que la Côte d'Ivoire sera présente à la Coupe d'Afrique et aussi aux Jeux africains. Et donc, en préparatif à cela, donc c'est une séance de mise en jambe pour permettre à nos athlètes de pouvoir se préparer avant cette échéance. Et donc, on a vu même le directeur technique, M. Tchotch, donner le coup d'envoi à Séguéla. Et par la suite, la semaine qui a suivi, il y a eu la direction sportive des forces républicaines qui a organisé des matchs, des combats de boxe pour permettre aux athlètes de continuer dans ce sens. Et de pouvoir réconcilier aussi les Ivoiriens avec la boxe. Et la troisième épreuve, voilà, c'est la boxe à l'université. C'est toujours dans l'élan de pouvoir mettre nos boxeurs en activité que la fédération, la nouvelle fédération ivoirienne de boxe, conduite par le général Soumaoro, met ces activités en 3 semaines où il y a eu déjà 3 hauts faits de boxe en Côte d'Ivoire. Et puis, c'était du côté de Séguéla, on va profiter pour demander des nouvelles de Sigilolo FC. C'est en 3e division, je crois. Oui, en 3e division pour l'instant. Oui, il faut dire que le sport se développe quand même dans cette région. Oui. Parce qu'on a vu les boxeurs. Je pense que c'est une initiation. Et il faut féliciter la Fédération ivoirienne de boxe. D'accord. Parce qu'en fait, la boxe a été longtemps sinistrée. Et il faut repartir aux fondamentaux, il faut repartir à la reconstruction et à la vulgarisation. Donc, c'est ce qui est en train de se faire actuellement. D'accord, donc on retrouve le football du côté de Séguéla et maintenant la boxe qui va essayer de s'installer. Mais ce n'est pas sûr que les Koyaga pratiquent du canoë-kayak parce que je ne pense pas qu'il y ait suffisamment d'eau du côté de Séguéla. En tout cas, à Abidjan ici, le canoë-kayak se pratique très bien. Les 3e et 4e journées du championnat national de pirogue canoë-kayak se sont donc tenues samedi dernier. C'était voilà, sur le plan d'eau lagunaire à Abidjan. 60 athlètes, toutes catégories confondues, issus de 8 clubs ont fait la compétition sur une distance de 1000 mètres. Notons que ce championnat permettra aux kayakistes de préparer les éliminatoires africaines et se qualifier pour les Jeux olympiques de 2016 au Brésil. Les images étaient donc de la rédaction et le reporter Joël Azoussé. À présent, nous allons ouvrir le dossier athlétisme ce soir donc, pour parler des 15e championnats du monde d'athlétisme qui sont prévus du 22 au 30 août à Pékin.
Depuis 1960, la SICOGI s'est donné pour mission d'offrir le meilleur à ses populations à travers la construction de logements adaptés au cadre de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui encore, avec sa nouvelle vision et au travers du programme présidentiel, la SICOGI continue de produire des maisons en adéquation avec des commodités et des prix étudiés pour faciliter le quotidien de sa clientèle. Douée d'une expertise et d'une expérience dans le domaine de la construction, la SICOGI s'inscrit totalement dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et ambitionne demeurer une entreprise immobilière de grande envergure, construisant des bâtiments avant-gardistes pour le bien-être de ses populations. SICOGI, nous savons faire des maisons. Voilà, tous les lundis depuis plus d'un mois maintenant, nous ouvrons une plage bien sûr, accordée à l'athlétisme en prélude aux prochains mondiaux de Pékin qui vont se dérouler, je le disais tantôt, du 22 au 30 août prochain. 47 épreuves sont au programme de cette compétition, dont le 100 mètres qui est l'épreuve reine, et la Côte d'Ivoire prendra part. Oui, la Côte d'Ivoire prendra part à ces mondiaux d'athlétisme. Et elle sera présente dans le sprint. On sait que la Côte d'Ivoire a toujours été une terre de sprint. Il y a eu Gaussou Koné, après Gaussou Koné dans les années 60 et en 64, il avait participé à une finale olympique. Il y a eu Gabriel Tchako, et après Gabriel Tchako, il y a eu la génération Olivier Zirignon, et puis il y a maintenant Muriel Aouré. Mais entre toutes ces générations, il y a eu le père Meïté, les fils Meïté. Donc il y a une école de sprint en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas étonnant qu'à Pékin, la Côte d'Ivoire soit présente dans le sprint, tant chez les dames que chez les hommes, avec Aouré, qui est aujourd'hui leader du sprint africain. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Il y aura Aouré pour la Côte d'Ivoire, avec Talou chez les dames. Et puis chez les hommes, il y aura Wilfried, qui est champion d'Afrique en titre. Et bien sûr, Meïté Ben Youssef, qui revient après une longue période d'invalidité. Alors ce soir, nous avons décidé de faire un peu de rétro, concernant ces 100 mètres. Alors, quels sont les moments qui ont marqué le 100 mètres dans le monde? Disons les 100 mètres des mondiaux. Parce que les mondiaux, il faut dire que les mondiaux ont commencé en 1983. Et les 100 mètres, comme on le dit, c'est vraiment l'épreuve reine des championnats d'athlétisme. Et les 100 mètres ont marqué vraiment l'histoire des mondiaux. Il y a d'abord eu chez les hommes Carl Lewis qui sur 3 éditions s'est imposé. Après, les Américains ont continué toujours à dominer cette discipline-là, cette épreuve particulière, avec Maurice Green qui a aligné 3 titres. Et puis l'histoire des 100 mètres des mondiaux a été salie un peu par Ben Johnson, avec une affaire de dopage dont on parlera tout à l'heure. Pour l'instant, nous allons revenir, nous allons revoir un peu le rétro que vous nous proposez, que vous avez concocté avec Sébastien Ouigné-Ayoua. Carl Lewis a été le tout premier champion du monde du 100 mètres en 1983 à Helsinki, en Finlande, avec un chrono de 10 secondes 07. Devant ses compatriotes, Calvin Smith, 10-21 et Emil King, 10-24. Un premier podium 100% américain. Lewis alignera 3 titres mondiaux en prenant l'or 4 ans plus tard à Rome, suite à la disqualification du Canadien Ben Johnson pour cause de dopage. En 1999 à Tokyo, il s'imposera encore 9 secondes 86, nouveau record du monde devant Berel 9,88 et Michel 9,91. Le deuxième podium 100% américain. En 1995, à Göteborg, le Canadien Devenant Bellet triomphe en 9,97 dans une finale qui ne verra aucun Américain sur le podium. Une première, mais dès 1997 à Athènes, les USA reprennent le titre avec Maurice Green en 9,86, le premier de ces 3 titres mondiaux. Green sera successivement couronné à Séville en 1999, en 9,80 et Edmonton en 2001 avec 9,82. Et pour la 3e fois aussi, les USA placent 3 athlètes sur le podium. Tim Montgomery, 9,85. Bernard Williams, 9,94, termine dans les roues de Green au Canada. En 2009, à Berlin, Usain Bolt
file comme le vent pour son tout premier titre mondial en 9 secondes 58. Nouveau record du monde. Mais en 2011, à Daïgo, il sera disqualifié en finale pour faux départ. Son compatriote d'entraînement, Yohan Blake, l'emportera en 9-22, devenant du coup le plus jeune champion du monde de l'histoire à 21 ans. Bolt reprendra son titre en 2013 à Moscou en 9,77. Remportera-t-il une troisième couronne à Pékin? Un troisième titre qui lui permettra de rejoindre Carl Lewis et Maurice Green dans l'histoire du 100 mètres des mondiaux d'athlétisme. Ah, sacré Usain Bolt, c'est un génie, c'est un génie. On espère encore le retrouver au plus fort de sa forme. Mais tantôt, vous parliez de dopage, Serge. Alors, Koulibaly parlait de dopage qu'on a connu avec l'affaire Ben Johnson, mais actuellement, il y a encore l'actualité au niveau du dopage. Effectivement, il y a une chaîne allemande qui a fait sortir un documentaire effectivement, en parlant des médailles remportées entre 2001 et 2012, en disant qu'une sur les 6 médailles remportées entre 2001 et 2012 sont des médailles obtenues par des athlètes dopés. Et sûrement, ils ont fait allusion aux athlètes kenyans et aux athlètes russes. Il y a eu une réaction, une vive réaction du ministre des Affaires étrangères russe, M. Boubko, qui a estimé qu'on ne peut pas se baser sur des considérations comme ça pour estimer que les athlètes sont dopés, que c'est un non-sens, qu'il faut saluer les performances des athlètes et que le problème de dopage n'est pas vérifié. Alors, certaines personnes pensent qu'il y a eu une légèreté de l'international d'athlétisme mondial avec M. Lamine Diack, en estimant que les contrôles n'ont pas été faits suffisamment et que, selon eux, certains athlètes kenyans ont été dopés. Regardez, il y a une athlète qui s'appelle Ripta Jepto, qui est aujourd'hui sous le coup de dopage et de sanctions par l'athlétisme international. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de cas répétés. Même l'athlète d'origine éthiopienne, le Britannique Mo Farah, aussi est soupçonné de dopage, car aujourd'hui, depuis la découverte de la testostérone sur Ben Johnson, aujourd'hui, des contrôles inopinés sont effectués avant les compétitions pour voir si d'aventure les athlètes ne sont pas dopés. En tout cas, il y a un gros soupçon de dopage aujourd'hui sur certaines performances réalisées par des athlètes kenyans et des athlètes russes. À quelques jours quand même des mondiaux, c'est pas joli. Hein. Non, c'est pas joli. Et puis, il faut dire que ce n'est pas tout à fait innocent. Ce n'est pas innocent parce que c'est en fait le Sunday Times qui révèle l'affaire au grand jour. Et il faut dire que ce n'est pas une révélation innocente. Il faut se dire que le 19 août, il y aura les élections au niveau de l'IAF, de l'I2AF. Donc, et ces élections mettent aux prises deux grands anciens athlètes. Il y a Stéphane Coe, qui a été un des tout meilleurs aux 800 mètres à l'époque. Et puis, il y a Sergei Bubka, qui est le pape et le tsar de la perche. Donc, les deux sont opposés. C'est un Russe contre un Anglais qui ont la faveur des pronostics, comme par hasard. Et c'est un journal britannique qui sort la bombe. Et puis, sur le coup, on parle de 5000 échantillons. Sur les 5000 échantillons, il y en a 800 qui ont eu des contrôles un peu pas du tout normaux. Mais voilà, mais il n'y a pas la preuve palpable d'un cas de dopage. Et je pense que l'IAF est l'une des fédérations avec maintenant l'UCI, qui est l'Union des cyclistes internationales. C'est deux des fédérations internationales qui font le plus de contrôles inopinés et à tout moment. D'accord. Alors, on va parler maintenant des dames, puisque tout à l'heure, vous parliez de Muriel Aouré, qui est vraiment l'espoir sur cette épreuve pour la Côte d'Ivoire. Oui, il faut espérer que Aouré arrive vraiment en pleine possession de tous ses moyens. Je pense qu'elle peut nous valoir des médailles. Et quand on fait le retour des 100 mètres des mondiaux, elle est la première africaine, et on peut dire africain, parce qu'en fait, même chez les hommes, l'Afrique n'est jamais montée sur le podium du 100 mètres. Donc, elle est la première africaine, a été double fois vice-championne du monde. C'était à Moscou lors des derniers mondiaux. Donc, je pense que là,
elle repart nettement avec beaucoup plus d'expérience parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Moscou, c'était sa toute première compétition internationale de très haut niveau. Donc maintenant, elle a acquis de l'expérience et elle sait à qui elle a affaire. Il y aura les Jamaïcaines d'un côté et puis il y aura les Américaines de l'autre. Je pense que sur le plan africain, c'est vrai que Blessing Okagbare fait de bonnes performances, mais elle n'est plus de taille aujourd'hui à rivaliser réellement vraiment avec Aouré. D'accord. Comme on l'a fait pour les hommes, nous allons également avoir droit à un retour chez les dames. Chez les dames, les Allemandes de l'Est se sont offertes les 3 premiers titres du 100 mètres des mondiaux. Il faudra attendre la 4e édition pour voir Girl US offrir aux USA leur tout premier titre à Stuttgart en 10,82. Marion Jones brillera à Athènes en 1997, 10,83 et Séville, 10,70 avant d'être dépossédée du titre acquis à Edmonton en 2001 pour dopage. Veronica Campbell-Brown donnera à la Jamaïque en 2007 à Osaka son tout premier titre en 11,01. C'est le début du règne des sprinteuses jamaïcaines sur le 100 mètres des mondiaux. Fraser Price à Pékin 2009, 10,70 et Moscou 2013, 10,71 s'est imposé comme chef de file des sprints féminins de la Jamaïque. À Moscou en 2013, Muriel Aouré s'offre l'argent en 10,93. Première médaille pour la Côte d'Ivoire et tout premier podium africain sur le 100 mètres des championnats du monde. Une sprinteuse qui sera l'un des espoirs du continent africain sur 100 mètres et 200 mètres à Pékin. Elle a encore une grande marge d'évolution, notre Mumu national. Et pour venir, Meïté Ben Youssef, lui s'est qualifié finalement pour les mondiaux. Voilà, il s'est qualifié le week-end dernier. Il y avait le tout dernier meeting à Castres, qui était le tout dernier meeting qui pouvait permettre aux athlètes non qualifiés de s'offrir le minima. Et Meïté Ben Youssef a remporté le 100 mètres du meeting de Castres et en 10-12 et a pu atteindre le minima et donc sera présent à Pékin. Et c'est de bon augure parce que Meïté Ben Youssef, jusqu'alors, était le numéro 1 au niveau du sprint chez les hommes en Côte d'Ivoire. Jusqu'à sa blessure qu'il a éloignée pendant une année ou 2 saisons des pistes. Il était le recordman de Côte d'Ivoire tant du 100 et du 200 mètres. Il a été dépossédé pendant cette absence-là par Wilfried Yuya Kofi, qui est devenu le nouveau champion d'Afrique, tant sur le 100 mètres que le 200 mètres. Et je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire peut se targuer d'avoir les 2 meilleurs sprinteurs chez les hommes sur le continent africain. Voilà, c'était donc la page athlétisme d'aujourd'hui. Nous allons souffler un peu avec quelque chose de plus léger. Il s'agit bien sûr de la marche, les sports de masse qui sont encore d'actualité. Faites du sport à travers la marche. C'est le message du sous-préfet de Bingerville, André Martin Kakou, qui a initié une marche sportive, c'était samedi dernier. Au-devant de la centaine de marcheurs, il y avait la directrice des sports de masse et du sport féminin, Sakanoko Sombe, et la présidente de la dernière née des fédérations, la fédération des randonnées pédestres, Marie-Laure Essin. Ce sont 8,5 km après, bien sûr, ces mouvements qui ont été courus par toutes ces personnes qui ont pris part à cette marche, à cette randonnée pédestre du côté de Bingerville. Voilà, alors qu'on voit le départ de cette marche. Alors messieurs, je ne vous ai pas encore vu dans toutes ces marches qu'on fait depuis le début voilà, de l'année. J'espère que vous allez prendre part. Samedi matin, ce n'est pas la peine de dormir, quoi. Il faut se rendre sur les lieux pour pouvoir marcher un peu. Seydou, Serge? Écoutez, j'ai déjà eu à discuter avec la dame, la présidente de la fédération, Madame Essan, elle s'appelle. Elle a dit que pour ça, ils sont toujours accompagnés par un médecin qui essaie de vérifier l'aspect médical. Parce que quand vous n'êtes pas habitué à pratiquer du sport et que vous le faites brusquement sans avoir mis ce qu'on appelle une mise en train,
bien entendu, ça a des conséquences graves. Donc, il faut aller doucement et donc, il faut savoir quel est le rythme cardiaque que vous avez avant de commencer rapidement le sport. Ne vous inquiétez pas, vous avez un bon rythme cardiaque, donc joignez-vous à toute cette masse pour marcher. Alors que nous recevons sur ce plateau le président de la Fédération ivoirienne de basketball. Alors, bonsoir, président. Bonsoir. Touré Boubacar. C'est avec vous que nous allons ouvrir la page basketball. Je parle sous votre contrôle. Après près de 2 semaines de grève, eh bien, les basketteurs ivoiriens ont repris les entraînements sur la route de l'Afrobasket 2015. Daniel Kobi-Kwalo est allé faire le constat. Convoqués à Abidjan pour la première phase de la préparation de l'Afrobasket 2015, certains joueurs ont décidé de quitter la sélection pour non-paiement d'une partie de la prime de l'Afrobasket 2013. Pour ne pas hypothéquer la participation des éléphants basketteurs à cette 28e édition, la fédération, en accord avec l'entraîneur national, a fait appel à 16 nouveaux joueurs qui ont été soumis à un test de présélection dimanche au Palais des Sports de Treichville. À cette séance, Hugo Kansé et son staff ont mis l'accent sur la tactique sur terrain réduit et la tactique en nombre réduit, aussi bien en attaque qu'en défense. La caractéristique physique des nouveaux appelés était aussi un élément important dans la présélection, notamment la recherche des postes 4 et 5. À l'issue de cette séance, 9 joueurs ont eu la faveur du sélectionneur pour la suite de la préparation. Le calendrier modifié, la Côte d'Ivoire ira plutôt à Dakar, où la sélection sénégalaise organise un tournoi de préparation pour l'Afrobasket 2015. Les moyens désormais réduits, l'objectif pour l'Afrobasket 2015 devra être revu. Voilà, Président, alors dites-nous aujourd'hui, les entraînements ont repris, mais vous avez perdu plusieurs joueurs sur lesquels vous misiez. Effectivement, nous avons perdu plusieurs joueurs sur lesquels nous misions. Et le motif de la grève, c'était un problème de prime impayé de l'Afrobasket 2013. C'est un problème que nous avons effectivement présenté aux autorités, mais nous n'avions pas, nous, fédération, la réponse à ce problème parce que la gestion ne nous incombait pas. Mais là n'est pas le problème, mais je pense que nous avons traîné jusqu'à 2 semaines pratiquement d'inactivité. Nous sommes à 2 semaines de l'Afrobasket, 2 semaines plus 2 jours, et il était impensable pour nous de rester effectivement à la merci de ces revendications-là. Donc c'est pleinement en pleine conscience que j'ai décidé que ceux qui veulent continuer avec nous, parce que ce n'est pas fermé, vont continuer, et nous avons fait appel à quelques locaux pour compléter le groupe qui va rester afin que nous puissions faire une bonne préparation. Bonsoir, Président. Bonsoir. Un nouveau sélectionneur comme le français Hugo Kansé, ça répond à quelle logique quand on sait qu'en 2013, avec l'Espagnol, vous avez terminé 4e. Est-ce que vous n'étiez pas satisfait de l'ancien staff technique au point où vous avez changé de sélectionneur? Qu'est-ce qui a milité dans le choix d'un nouveau sélectionneur? Ce qui a milité dans le choix d'un nouveau sélectionneur, disons qu'après l'Afrobasket, quand même, on a fait un bilan, on s'est assis, on a échangé avec le sélectionneur qui était là, et puis bon, on a échangé. Et puis, bon, pour diverses raisons, nous avons voulu changer de sélectionneur. On a fait un peu le tour, et finalement, notre choix s'est porté sur Hugo Kansé, qui avait déjà une expérience africaine, puisqu'il a été l'adjoint de Monclar, Jacques Monclar, avec l'équipe de Côte d'Ivoire en 2007. Voilà pourquoi nous l'avons choisi. Il a une expérience africaine et puis il a été un grand joueur. Il a, je pense, quelque chose à nous donner. Président, la Côte d'Ivoire était logiquement attendue à cet Afrobasket particulièrement, après avoir été 4e au dernier Afrobasket, avec 2 semaines d'interruption. Est-ce qu'on peut dire que les ambitions ont été revues à la baisse? Et puis une deuxième question, le fait de n'avoir pas mis le pied dans le plat, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez été quand même aussi fautif
dès le départ, en ne prenant pas le taureau par les cornes dès le départ, voilà, pour dire à ceux qui ne voulaient pas jouer, partez, nous avons un afro-basket à préparer, et au lieu de laisser deux semaines pour eux. Oui, c'est tout à fait. On aurait dû effectivement mettre le pied dans le plat dès le départ, mais bon, on a opté pour une solution de négociation avec les joueurs. Nous leur avons dit clairement que les primes qu'ils réclament, c'est effectivement tout à fait leur droit, mais je leur ai dit dès le départ, un professionnel, je m'entraîne jusqu'à l'échéance. Si on ne me paye pas les primes, je dis je ne pars pas, mais au moins je serai prêt. Mais dans le cas actuel, je me suis dit, si je ne réagis pas maintenant, on va arriver peut-être à résoudre le problème à une journée de l'échéance, en ce moment avec quel athlète qui ne s'est pas entraîné. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre les entraînements avec ceux qui veulent suivre et puis d'adjoindre quelques locaux qui vont aller aussi s'illustrer et peut-être que ça donne la chance à d'autres. Et quelles sont vos ambitions à cet afro-basket? Nos ambitions, honnêtement, c'est-à-dire que je pense que nous avons constitué au jour d'aujourd'hui une équipe qui ne va pas pour être ridicule parce que nous avons tenu, j'ai insisté pour qu'on participe à ce championnat parce que c'est impensable que la Côte d'Ivoire ne participe pas à un afro-basket. L'objectif, c'était effectivement d'être olympien parce que nous avions les moyens, mais maintenant avec ce retard et puis ce réaménagement de l'effectif, nous tablons sur un effectif qui va se comporter honorablement pour que nous ne soyons pas ridicules. Et puis il faut dire que si nous ne partons pas aussi à cette compétition, il y a une amende, une grosse amende à payer. Pourquoi faire payer une amende par la Côte d'Ivoire et puis ne pas participer, ça sera très mal vu. Donc désormais, on ne parle plus de Paris, on ne parle plus de l'Espagne, on ne parle plus de tous ces pays-là pour la préparation. Oui, le temps et les moyens ne nous permettent pas de parler de l'Espagne, de la France, mais nous avons opté pour une solution intermédiaire. À mon dernier passage ici, j'avais parlé d'un plan B. Ça avait été d'ailleurs très mal interprété parce que quand j'ai communiqué sur la liste des locaux à sélectionner, on dit ah, son plan B, c'était pour remplacer les professionnels par des locaux, alors que ce n'était pas ça. Mon plan B, c'est parce qu'on était à quelques jours de l'avortement des déplacements sur l'Europe. Je me suis dit, j'ai contacté quand même d'autres sources pour voir quelles sont les possibilités qu'on avait. Et au moment où je venais parler ici, je venais de conclure avec le Sénégal, d'une éventuelle... Vous avez été prévoyant, voilà. Simplement. Et ce tournoi marche avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert et le Mali. Ça se déroulera du côté du Sénégal. Du Sénégal, du 8 au 12. Du 8 au 12, donc la Côte d'Ivoire ira se préparer, absolument, ce qui reste des préparations en tout cas, au Sénégal dans ce tournoi. Messieurs, oui Serge, une dernière question. Dans le plan B, vous avez pris 16 athlètes, 16 athlètes locaux et 2 professionnels, notamment Koukou Stéphane du Maroc et John Fadiga. Est-ce que vous pensez qu'avec des joueurs que nous statut local, est-ce que vous pensez que notre équipe sera assez représentative à un tournoi africain qui est la CAN véritablement, où vous aurez affaire au gratin, le gratin de haut niveau? Est-ce que vous pensez que localement, nos athlètes dans votre plan B sont suffisamment représentatifs pour au moins avoir au moins le podium? Disons, quand on dit qu'il n'y a que des locaux, il n'y a pas que des locaux. Nous avons quand même la majorité. Non, je dirais presque 50% parce que quand même nous avons certains professionnels qui, malgré la non-satisfaction de leur revendication, sont restés. Je vais parler par exemple de Solo Diabaté, qui est en France, qui est parti, qui revient demain. Il sera là demain. J'ai échangé avec lui quelques temps même avant d'arriver ici. Et Zerbo Fréjus? Fréjus, je n'ai pas de contact puisque lui, il a été... bon, on ne va pas revenir sur ça parce que c'est des épiphénomènes. D'accord. Mais il y a quand même des pros qui reviennent et qui vont encadrer les jeunes. Et moi, je suis curieuse de savoir, est-ce que le problème de prime il a été résolu ou bien simplement ils acceptent d'aller à l'afro-basket comme ça? Voilà. Le problème des primes n'est pas résolu, mais ils acceptent quand même d'accompagner leurs jeunes frères
pour que la Côte d'Ivoire puisse être assez représentative. La fibre patriotique, on va dire. Et la tutelle dit quoi à ce sujet, Président? La tutelle, pour le moment, par rapport au plus. La tutelle s'est prononcée? La tutelle s'est prononcée. Pour le moment, non, mais le dossier a été soumis. Pour le moment, non. Mais la tutelle s'attelle aujourd'hui à trouver plutôt les moyens pour qu'on puisse être présent à l'Afro-Basket. D'accord. C'est ce que... Donc on peut retenir que la Côte d'Ivoire prendra part à l'Afro-Basket 2015. On espère que la Côte d'Ivoire aura une bonne prestation. Messieurs, merci en tout cas d'être venus sur notre plateau. Merci de nous avoir accompagnés. On rappelle tout simplement que mercredi, vous retrouvez Sébastien Wogné à Ioua pour 3e mi-temps. Jeudi, il y aura la finale au football de la Coupe nationale entre l'Africa et CO Boisflé. Une autre finale, cette fois au niveau du handball, la finale de la Coupe nationale également, à Estanda Bandama Handball Club chez les dames et Red Star Littoral chez les hommes. Et puis, peut-être qu'on se retrouvera, pourquoi pas. On espère se retrouver lundi prochain pour débriefer toutes ces informations sportives. Merci Koulibaly d'être passé sur notre plateau. Serge, merci à vous également. Merci. Président, merci. On vous souhaite beaucoup de chance avec l'équipe nationale de basket. Merci messieurs, merci mesdames et à bientôt. La RTI et la CICOG vous ont présenté Lundi Sport.